Moi aussi, malgré les protestations de ma cousine, elle peut rester fidèle à notre foi, car son mari la protège. Je n'oublie pas Saint-Germain. Une odeur de feu et de chair brûlée flottait encore dans l'air du faubourg à mon retour. J'ai ramené les dépouilles d'André et de Jacques. Nous les avons enterrés dans le caveau familial des Gontaut-Piron. Je n'ai jamais retrouvé le corps de Philippa. Les communautés protestantes disparaissent peu à peu dans tout le royaume, sous l'effort conjugué du roi et des gouverneurs, avec leur conversion spontanée. J'abjure ma foi à Notre-Dame de Paris, en même temps que de nombreux gentilshommes huguenots. Catherine de Médicis est présente en personne. J'étais un proche de l'amiral de Coligny. Ma conversion, après celle d'Henri de Navarre, est une victoire majeure pour le roi. Je suis agenouillé devant le cardinal de Bourbon. Les mots sortent d'eux-mêmes. C'est si facile de renoncer. Un de vos personnages principaux, Gabriel, a une lourde histoire. On l'a compris. Il a eu des lourdes pertes. On ne rentrera pas dans le détail. Il a été confronté à la violence. Est-ce que justement, votre roman n'est pas partagé entre l'amour que certains personnages éprouvent les uns pour les autres et de l'autre, la violence d'une société qui leur laisse bien peu de chances d'être heureux? Malheureusement, oui, il y a quand même de ça. C'est une double violence. C'est à la fois la violence du contexte qui s'abat sur les personnages et sur cette époque-là, qui effectivement les empêche de vivre, que ce soit leurs envies, leurs identités ou leurs confessions, qui crée un autre type de conflit, du coup un conflit intérieur, c'est-à-dire cet esprit de revanche, cette colère qui naît de la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Tous mes personnages, que ce soit de la colère physique, que ce soit oralement, que ce soit une colère affective, ils vont devoir leur faire face, et soit l'exprimer, soit y renoncer avec des coups dans leur histoire qui peuvent être conséquents. On est sur des personnages qui sont colère au pluriel, c'est des personnages en colère dans un monde en colère. Il y a beaucoup de personnages en colère, dans un monde en colère aussi, Stéphane Méliski. On va prendre un autre petit extrait pour situer un peu votre roman qui vraiment embrase un peu toute une période et aussi, puisqu'il y a un certain nombre de flashbacks, embrase aussi toute une géographie, pas imaginaire mais bien réelle. Le 29 juin, l'apparition de la veille ayant semé le trouble chez les Bédouins, le professeur J.S. décide d'envoyer M. M et Mlle J en reconnaissance. Leur objectif est de remonter la vallée du Petit Zab pour reconnaître le secteur en amont de Dokan, puis de revenir sans tarder à Kuala el-Janoundi. Le 1er juillet, M. M et Mlle J n'étant toujours pas de retour à Kuala el-Janoundi, S part sur leur trace accompagné d'un guide bédouin. En début d'après-midi, S retrouve J seul et à pied dans la vallée du Petit Zab, à environ 20 km en amont de la forteresse. Semblant désorientée et en proie à une grande confusion mentale, Mlle J perd connaissance. En fin d'après-midi, elle se retourne au bivouac en compagnie de l'assistante du professeur. Le 2 juillet, Mlle J décède au bivouac de Kuala el-Janoundi. La mort de l'intéressé semble due à une insolation, aggravée de profondes brûlures sur tout le corps. Ses plaies sont toutefois apparues au moment du décès, sans que S ou le professeur présent au moment des faits puissent expliquer ce phénomène. S découvre dans les vêtements de la défunte un objet métallique, orné d'une écriture inconnue, que le professeur compare à des runes nordiques. Le savant affirme que l'objet corrobore la présence d'une tribu aryenne dans les montagnes du Kurdistan irakien. Le 3 juillet, la caravane reprend la route et remonte la vallée du Petit Zab au-delà de Dokan. En fin de journée, la vallée s'élargit et nous atteignons un vaste cirque rocheux. L'expédition dresse alors son bivouac sur place. Dans la nuit, de nouvelles manifestations lumineuses sont observées dans le ciel, voire clichés photographiques numérotés 1 à 13. 3 sphères identiques à celles observées à Kuala el-Janoundi planent un long moment au-dessus de nous. Pris de panique, les Bédouins ouvrent le feu sur les objets volants et provoquent leur fuite. La vitesse ascensionnelle des formes lumineuses semble, une fois encore, exceptionnelle. On a bien compris qu'il s'agissait d'un rapport de l'agent allemand à sa hiérarchie. On a bien répondu qu'il y avait une arme mystérieuse qui n'était visiblement pas le soleil et une insolation. Et ces objets lumineux à une incroyable vitesse ascensionnelle, ce ne seraient pas des ovnis, dites-moi, Stéphane Primilski?
pourquoi pas. C'est un peu le grand écart de ce roman. D'un côté, on a donc un document administratif rédigé, donc c'est un rapport d'un agent en retour de mission à ses chefs, donc style administratif avec tout ce qui va autour, les abréviations et les différents acronymes. Et d'un autre côté, donc on a des choses qui partent là carrément dans un autre registre avec des combustions humaines spontanées et des apparitions lumineuses qui pourraient effectivement faire penser à des petits hommes verts ou gris, puisque l'agent Mulder le disait très, très fréquemment, ils ne sont pas verts, ils sont gris, et ceci étant lié à l'atmosphère des différents environnements dans lesquels ils pourraient être amenés à évoluer. Donc effectivement, on a là un peu le double ancrage de mon travail. D'un côté, donc l'aspect historique, qui est là en fait pour asseoir des personnages, expliquer comment et pourquoi ils en sont arrivés à ce qu'ils sont, et comment et pourquoi ils vont agir de la manière dont ils vont le faire. Et secondo, tout l'aspect donc science-fiction qui est là en fait justement pour les mettre à l'épreuve et pour les amener pour les uns à aller sur le chemin de la rédemption et pour les autres à se consumer dans leurs ambitions. Maintenant, ce sera au lecteur de découvrir qui ira sur la première voie et qui ira sur la seconde. Vous avez vu au travers des petits extraits que je vous ai lus, des réponses de nos auteurs, qu'en choisissant ces 4 premiers romans, j'ai évidemment choisi des livres que je trouve tous intéressants, de qualité, qui devraient vous plaire à vous, lecteurs et lectrices, mais là aussi des livres extrêmement différents. Je crois que chacun l'aura bien senti. Avant de nous quitter, parce que d'autres vont parler de leurs ouvrages dans les minutes qui suivent, je voulais quand même vous poser en 2 mots, vraiment, parce qu'il nous reste très peu de temps, une question simple. Quand vous choisissez une période, un univers, des héros, qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là pour votre premier roman du Troisième Reich et de ce mélange d'ingrédients, Stéphane Przybylski? D'abord parce que c'est une période qui est riche en zones d'ombre et certains aspects ont été peu abordés, peu expliqués. Des personnages comme Rudolf Hess, dont le départ en Angleterre a encore récemment défrayé la chronique des historiens, puisqu'on ne sait toujours pas pourquoi Hess est allé en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Je précise pour peut-être notre jeune public qui ne connaît pas nécessairement, Rudolf Hess était un des grands dirigeants du Troisième Reich, et en 1941, il est parti à bord d'un avion de chasse allemand, voilà. Il a atterri en Grande-Bretagne, et on ne sait toujours pas clairement pourquoi, qu'est-ce qu'il était venu dire, qu'est-ce qu'il était venu négocier, décider seul. Bref, c'est un des mystères du Troisième Reich. Et donc un point intéressant à noter par rapport à ça, c'est qu'un historien anglais, Martin Allen, donc un contemporain, le dernier ouvrage qu'il a fait sur le sujet, il s'est retrouvé en fait confronté à un problème, c'est que après l'apparition de son livre, on s'est aperçu que les documents sur lesquels il se basait étaient faux. Et donc, sa théorie, en fait, ce qu'il a échafaudé en tant qu'historien, elle est tombée complètement à l'eau. Il a été totalement décrédibilisé par rapport à cette histoire. Moi, la question que je pose simplement, et c'est un peu pour revenir sur les histoires de soucoupes volantes et de complots, c'est pourquoi encore 70 ans après les faits, certaines personnes croient bon de fabriquer des faux documents pour piéger un historien qui étudie donc la vie d'un homme, Rudolf Hess, que peu de gens encore aujourd'hui, auquel peu de gens s'intéressent aujourd'hui. Voilà, ce genre de mystère, ce genre de zone d'ombre de la Seconde Guerre mondiale, qui sont pour moi des mines d'or pour écrire des romans de science-fiction. C'est dans le flou et dans l'ignorance, en tout cas, voilà, dans le gris, qu'on se précipite. Évidemment. À la fin du 4e volume. Merci. Au 3e. Les lecteurs, à eux aussi, d'être curieux et de démêler, le net nous le permet, le vrai du faux. Jacques Baudou, les fantômes, ça vous a toujours travaillé? Vous savez, le mot célèbre de Madame du Défend, je ne crois pas aux fantômes, ils me font peur. Moi, j'ai pas peur des fantômes, c'est des personnages qui
font que j'ai beaucoup d'empathie pour eux, c'est-à-dire ce sont généralement des humains qui se retrouvent dans un état de souffrance pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans le cas de mon roman, pour de bonnes raisons, c'est une famille séparée. Et j'avais envie d'écrire une histoire de fantôme. Oui. Nabil Ouali, le choix de la fantaisie épique, hommage à Tolkien, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces histoires pleines de bruit et de colère aussi? Les possibilités. Clairement, pour moi, la fantaisie est un cadre qui n'est pas aussi restreint qu'on aimerait le croire. C'est quelque chose c'est un genre qui permet d'avoir un univers qui est à la fois très, très libre à créer. À partir du moment où on invente les règles d'un univers, on a à peu près la même chose en science-fiction, même si je pense que c'est un peu plus difficile parce qu'il faut le justifier. En fantasy, on est libre de faire absolument ce qu'on veut. Et ce qui est pratique, c'est que ça donne en fait un cadre où on peut poser des personnages qui auront des comportements qui, eux, peuvent refléter ou faire écho à des comportements qu'on est susceptible de rencontrer dans la réalité. Et à des thématiques qu'on est susceptible de rencontrer dans la réalité, comme la thématique du genre par exemple, la thématique de la finitude, la peur de la mort, la question de est-ce qu'il faut absolument trouver un sens à tous les actes que nous faisons en tant qu'humains, est-ce que la morale est fondée sur l'homme et est-ce que plutôt sur les dieux ou le dieu. Tout ce genre de questions, en fait, ce sont des questions qui m'ont passionné, d'abord dans mes études, parce que j'ai des études de philosophie, et ensuite qu'il a fallu que je retranscrive dans mon roman. Et la fantaisie, en fait, c'est ce qui me permettait de poser un cadre avec des personnages qui étaient très libres au moment de la création, en fait, tout simplement. Jean-Laurent Del Socorro, pour conclure notre petit café littéraire, pourquoi vous avez choisi de mêler à ce point, et de façon réussie bien sûr, la fantaisie et le roman historique? En quelques mots, pour tout simplement un cadre historique, parce que l'histoire parfois réelle est plus incroyable que la fantaisie, et un récit fantaisie pour avoir des libertés, pour interroger avec un peu de recul notre propre actualité, le propre monde qui nous entoure. Bien voilà, quel sera le mot de conclusion de ce café littéraire, où j'espère qu'il vous a donné envie de découvrir les ouvrages de nos auteurs, en tout cas des auteurs qu'on a jugés utiles et nécessaires d'inviter aux Imaginales pour présenter leur premier roman, des romans en tout cas qui m'ont plu et ont plu à beaucoup de critiques du festival. Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère, grâce à notre petit appareil, vous le voyez projeté là-bas. Nabil Ouali, La Voix de l'Empereur, la série Le Corbeau à la Torche, c'est donc le premier volume de votre trilogie de fantaisie. Jacques Baudou, La Lisière de Bohème, et non pas un de vos travaux critiques, mais parfois les collaborateurs sont distraits. Donc, La Lisière de Bohème, au bouton électrique. Le précédent, c'était Mnemos, et l'actu est celle pour vous, Jean-Laurent. Le Château des millions d'années, Stéphane Pribylski, au Bélial. Voilà, 4 voix différentes, 4 histoires. Vous avez bien senti à lire les extraits complètement personnels et différents les uns des autres. Et en tout cas, 4 auteurs et 4 romans tout à fait intéressants et qu'on va continuer à suivre dans les années à venir. Merci à vous 4.